Alors, salut encore tout le monde. Voilà, donc je disais que je devrais vous présenter un peu dans MATLAB comment faire de la double moins de carré ordinaire, mais j'ai constaté quand même que apparemment mon code, vous l'avez. Il y a des gens qui ont mon code. Ouais, parce qu'il y avait quelqu'un qui m'a posé une question et puis le code qu'il m'a envoyé, genre, c'est un peu mon code que j'avais envoyé aux étudiants l'année dernière. Je ne savais pas que vous transmettez des documents. Ok, on verra bien ça. Alors, donc, je vais présenter ça et puis je vais vous laisser poser des questions aussi sur la première partie qui vous semble un peu difficile, ce que vous n'arrivez pas à saisir. Je pourrais vous l'expliquer pour que vous puissiez faire rapidement le TP, quoi. D'accord? Alors, pour ce qui concerne premièrement, d'abord, il faut apprendre comment est-ce que on peut loguer, différencier une variable. Okay? Donc, la base, je l'ai téléchargé la base de données. Donc, il y a 6 variables. Bon, oui, bon, 6 variables dans la base de données. Alors, il faut premièrement arriver à extraire, d'accord, les variables en différence, ok, parce que si vous prenez ouais, une variable, je ne sais pas, je vais le nommer vecteur. Ok, un vecteur V1. Alors, lui, il sera peut-être à la date t égale à 1. Oui, t égale à 1. On va l'appeler, supposer qu'on a Y1, Y2, Y3, Y4, Y5, puis jusqu'à YT. Là, vous allez voir un vecteur V2, si il est le retard, c'est que lorsque t égale à 1, lui, il sera égal à... Attendez, je vais mettre t égale à 2, t égale à 3, t égale à 4. Alors, lorsque t égale à 1, vous allez voir que, vu que ça doit être le retard, donc je vais supposer que ça c'est YT et que celui-là c'est le YT moins 1. OK. Alors, il n'y aura pas d'information en fait pour ce premier vecteur, enfin, pour le premier élément parce qu'il doit être le retard, le précédent donc de celui Y1, mais s'il n'existe pas. Alors, t égale à 2, donc lui il va prendre Y1 maintenant, et maintenant Y2, Y3, Y4, YT moins 1. Alors, je prends un autre vecteur que je nomme V3. Donc, lui, il n'y aura rien. Ça va être Y1, Y2, Y3, YT-2. Alors, ce qui se passe, c'est que si vous voulez faire votre estimation, ben, ça, c'est les informations manquantes. Donc, ça veut dire que ça ne peut pas... vous pouvez faire l'estimation seulement à partir d'ici, t égale à 3. Donc, votre premier vecteur, ce serait de Y3 jusqu'à YT. Le deuxième, c'est Y2 jusqu'à YT-1. Le troisième, c'est Y1 jusqu'à YT-2. Parce qu'on veut faire une régression de ce type-là, par exemple, YT égale alpha 0 plus alpha 1, YT-1 plus alpha 2, YT-2, OK, plus epsilon t. Donc, c'est une régression de ce type-là qu'on veut faire. Alors, pour faire ça, alors, on a dû construire donc les vecteurs. On a les YT, on a les YT-1, on a les YT-2, mais il faut que ce soit cylindré, c'est-à-dire équilibré. Il ne faut pas qu'il y ait des données manquantes. Donc, on va couper à partir d'ici. Donc, le premier, il va prendre de Y3 jusqu'à YT. Et le deuxième, c'est de Y2 jusqu'à YT-1. Le troisième, c'est de Y1 jusqu'à YT-2. Pardon. Voilà, c'est ça.
Donc, ce qui fait que si vous voulez écrire dans MATLAB, donc votre vecteur, je ne sais pas, ce vecteur, je ne sais pas, je vais mettre Y, je vais le nommer, bon, disons V3. Ça, normalement, ça va être dans la base de données. Vous voyez, le premier vecteur, c'est-à-dire que le vecteur Y, vous voyez, ça, c'est le vecteur Y. Quelque part, il se trouve dans la base de données. Donc, suppose que ma base de données, c'est data et que le vecteur Y se trouve, je ne sais pas, à quelle colonne. Supposons que se trouve à la deuxième colonne dans la base de données. Alors, je vais d'abord extraire V3. V3, il va de 1 jusqu'à T-2. OK? Donc là, je vais dire 1, 2 points, T-2. Et puis V2, ça va être data. Là, lui, il va de 2 jusqu'à T-1. Toujours la deuxième variable, c'est toujours la même variable en fait. Et puis le V1, ça fera data. Lui, cette fois-ci, vous voyez, ça quitte Y3 à YT. Donc, ça va faire 3 à T. Donc, ça fait qu'on aura ces trois variables-là. Donc, on va faire une estimation maintenant. Donc, de V1 sur V2 et V3. OK? C'est comme ça ici, j'essaie d'extraire un peu les variables. OK? Et c'est pour ça qu'à un moment donné, vous allez voir un end moins 1. Le end, c'est pour dire le T, hein, le grand T. Donc, c'est ça. Et puis après ça, on va différencier encore. Vous voyez, il y a les différences qu'on fait. Là, ça, je vous laisse le faire vous-même. Donc, une fois qu'on aura fait ça, je vais l'exécuter. Ça va nous calculer les variables. Et vous pouvez faire donc le MCO normal, c'est le premier modèle. Ensuite, vous pouvez extraire les coefficients pour les regarder. Je ne sais pas. Voilà, ça les coefficients. Donc, c'est un modèle linéaire simple. Alors, table to array, c'est quoi ça fait? En fait, ça convertit en fait une table en fait, à une matrice. OK? C'est-à-dire que si vous avez une table, vous voyez, ça, c'est une table parce qu'il y a des variables là-dedans. Ça, c'est une table. OK? Maintenant, vous pouvez convertir cette table-là en une matrice. C'est ce qui se fait ici essentiellement. Et là, si vous tapez B1, c'est OK. Mais tapez peut-être coef 1, 1. Vous voyez le coef 1, 1 en soi, c'est une table. Vous voyez ce qui c'est? Cet élément coef 1, 1. Parce que coef, en fait, c'est une table, en fait, qui est constituée de... Attendez, je vous le montre. OK? C'est la matrice donc issue de l'estimation, d'après ce que j'ai mis, coef égale MCO.coefficients. Donc, c'est les coefficients donc, issus de l'estimation, mais c'est une table dans le sens qu'il y a des expressions là-dedans. Maintenant, vous pouvez convertir cette table-là. Regardez ce que je peux faire. Table to area. Je sais que Alexandre, tu m'as posé la question là-dessus, donc voici ce que ça fait. Table to area. Alors, je vais mettre directement coef, simplement, vous allez voir ce que ça va faire. Ça va enlever tous ces éléments et puis ça va conserver juste ça. Vous voyez, donc ça conserve juste les réels. Donc, ça transforme la table en une matrice. Mais vu que, bon, moi, c'est juste un élément que je veux là-dedans, c'est pour ça que quelque part ici, j'ai mis 1, 1, OK? Et c'est pour ça que vous avez le coefficient B1. Vous pouvez faire la même chose pour B2 aussi. Vous avez aussi le coefficient B2. OK? Et là, ce que je fais après, c'est de créer le vecteur unitaire. OK? Le vecteur ones, des ones.
pour le mettre dans donc, le truc identité, donc dans la matrice là. C'est ça que je veux l'ajouter pour avoir la matrice grand X. OK. Donc, la matrice grand X aurait deux éléments. Donc, le 1, 1 et puis la variable xt. OK. Qu'est-ce que ça nous permet de faire? On peut maintenant calculer les erreurs. OK. Le vecteur des erreurs, c'est yt moins bêta 1 moins bêta 2 xt. Ça, on le sait. Ou bien on peut le calculer de deux manières. Je sais pas. Vous pouvez le calculer comme ça. Yt moins x, parce que le x que je viens de faire, multiplié par, c'est x prime, hein? Bien c'est x. C'est x. X multiplié par le bêta. Donc le bêta, bon, je peux le définir aussi si vous voulez. C'est pour dire que vous êtes libre vraiment d'écrire comme vous le voulez, quoi. Donc ici, je vais transformer les coefficients. Donc, 0, tout, ouais. Matrice des coefficients. Donc, c'est la première colonne. Donc, la ligne m'importe peu. Donc, ça vous donne, ça c'est le bêta. Et là, si vous le mettez là, vous allez calculer votre erreur. OK? Ça, c'est l'erreur. Et je vais essayer de le mettre à côté de E. Vous allez voir. C'est-à-dire que je vais vous montrer que le E et puis le RE, c'est la même chose. E moins RE. Vous allez voir ce que ça donne. Ça devrait donner 0,001. Mais bon, il y a des erreurs de... c'est bizarre quand même. Ça devait donner 0,0,0. À moins que... normalement, ça devait être 0 simplement. Oups, désolé. Normalement, ici, ça ne doit pas être YT, c'est Y. Hein. Attendez, je vois. Ça devrait donner 0, 0. Ok, je vais recalculer ce E là pour voir. C'est-à-dire que je vais le multiplier par 1. Ok. Donc, toujours la même chose. Normalement, ça devrait donner 0, 0. Bon. Mais je ne sais pas pourquoi est-ce qu'il y a certains éléments qui ne donnent pas 0, quoi. Parce que s'ils sont les mêmes, ça devrait vraiment donner 0, 0, quoi. Attendez, bêta. Oh, ok, je vois ce qu'il peut. Il y a combien de chiffres? 4 chiffres après la virgule. Ouais, 0,049, 0,049 ici, moins 1,45, c'est ça. C'est le même élément. Ça devrait normalement donner la même chose. C'est vraiment bizarre. Parce que le grand X, ça fait le 1. Parce que c'est vraiment bizarre. Ça devrait donner vraiment la même chose, quoi. Le E et puis le RR, j'ai utilisé juste deux formules mathématiques différentes, mais qui traduisent la même réalité dans le fond. Donc, est-ce que vous me suivez? Vous comprenez ce que je dis? Cette ligne et celle-ci,
Peut-être que vous voyez quelque chose comme erreur. Est-ce que vous voyez? Allô? Oui. Oui. Alors, est-ce que vous comprenez cette ligne et celle-ci? Parce qu'il ne faut pas que je vienne bavarder simplement et que vous ne compreniez rien non plus, hein. Sinon, je pourrais les réexpliquer. Ouais. Parce que moi, j'ai pas compris. OK. Alors, donc, je disais que le thème d'erreur, l'erreur, c'est ça. Donc, YT moins le alpha 0 moins. Bon, ici, il n'y a pas d'autres variables. C'est-à-dire que la régression qu'on a faite, c'est la simple régression. Bon, je vais tout effacer. Alors, on avait une régression YT égale bêta 1 plus bêta 2 xt plus epsilon t. Alors, donc, si vous voulez l'epsilon t, ça fait yt moins bêta 1 moins bêta 2 xt. OK? Donc, ça, c'est vrai pour tout t. Là, on peut aller maintenant en termes d'erreur, je veux dire en termes de vecteur, ça, c'est pour chaque t. Chaque vecteur, maintenant, ça va faire le vecteur y moins x fois bêta, où x égale 1, 1, 1, et puis x1, x2, xt. Donc, c'est ça. Et puis, le bêta, c'est bêta 1, bêta 2. Alors, je disais que cette écriture devrait normalement, c'est-à-dire que le calcul dans ça devrait donner la même chose que quelqu'un qui écrira égale y moins bêta 1 fois 1, 1, 1, OK, moins bêta 2 fois x1, xt. OK. Je disais que les deux doivent être les mêmes. Ça et ça, c'est la même chose, parce que si vous calculez ça fois ça, ça va vous donner 1 fois. Donc, ça fait bêta 1 plus bêta 2 fois x1. Et après, ça fait bêta 1 plus bêta 2 fois x2. Donc, c'est ça en fait. Bêta 2 fois, par exemple, ça, les deux là, ça fait bêta 1, bêta 1, bêta 1, bêta 1, bêta 1. C'est un vecteur bêta 1. Puisque si vous faites rentrer le bêta 1, ça fait bêta 1. Ici, ça fait bêta 2 x1, bêta 2 x2, bêta 2 x3, bêta 2 xt. Ce qui fait que ça vous donne en fait ça. Bêta 1, bon, je vais mettre le 1 quoi. Moins bêta 2 fois ce vecteur. Bon, dans le code MATLAB, je le nomme xt, mais bon, disons x. OK? Alors, je disais que normalement, cette écriture devrait donner la même chose que ça. Bon, c'est vrai que je suis rigoureux. Sinon, quelque part, on peut dire que c'est la même chose parce que la différence, c'est 10 puissance moins 3 hein, pour certains éléments seulement. Donc, je ne sais pas pourquoi ça devient différent même. Mais bon, ça dépend. Normalement, ça ne devait pas. À moins qu'il coupe le calcul quelque part, peut-être dans la matrice, il enlève, je ne sais pas vraiment. Ouais, il y a 4 chiffres après la virgule. Ouais, aussi 4 chiffres après la virgule, je ne sais pas pourquoi. Normalement, ça ne devrait pas être différent. Ça m'étonne quand même. Ça m'étonne beaucoup. Bon, anyway, c'est pas ça le plus important. L'essentiel, c'est que vous utilisez ça ou que vous utilisez ça. N'importe quelle écriture que vous mettrez, ça vous ne vous pénaliserait pas. Il faut arriver maintenant à calculer le sigma chapeau
sigma chapeau carré, ok, vous le connaissez, c'est 1 sur t epsilon chapeau prime fois epsilon, ok, c'est ça. Je sais qu'il y a certains qui n'ont pas bien fait leur le TP, le premier TP, le code MATLAB, vraiment quoi, mais bon, j'ai pas été très rigoureux là-dessus. Posez-moi les questions si vous comprenez pas une réalité. C'est parce que, bon, dans le cours 8600, on a vu quand même avoir beaucoup les éléments fondamentaux de MATLAB. Bon, c'est pour ça que je me dis que ben, vous comprenez ces réalités et tout, quoi. Donc, bon, tout ça, ça importe peu. Je sais que je vous avais déjà présenté tout ce qui est MCO. Donc, aujourd'hui, c'est ce qui est le plus important, c'est la moindre carré généralisée et la double moindre carré ordinaire. Donc, vous comprenez bien donc, cette méthode donc, de variable instrumentale où il faut d'abord instrumenter la variable. Donc, je l'avais expliqué l'année dernière ou peut-être en début de session. Je disais que, je vais vous l'expliquer encore. Je disais que quand vous voulez, il y a une régression initiale qui est donnée par ça, yt égale alpha plus, bon, je vais mettre bêta 1 plus bêta de xt plus epsilon t. Alors, qu'est-ce qu'il y a? C'est que vous voulez faire cette régression, mais il n'y a pas, les MCO, d'habitude, quand on le fait, il y a cette hypothèse de l'exogénéité de xt, c'est-à-dire que xt est indépendant de epsilon t. Mais quand ce n'est plus indépendant, là, vous ne pouvez plus utiliser le MCO. Là, ce que vous devez faire, c'est de trouver une variable xt, c'est-à-dire que dans le cas où xt est endogène, là, vous devez aller trouver une variable zt qu'on appelle instrument, qui serait corrélée avec x, mais qui ne serait pas corrélée avec epsilon t. C'est-à-dire que votre nouvelle variable zt est une variable qui explique xt sans expliquer yt directement. Il n'y a aucun moyen de pouvoir expliquer yt directement par zt. Mais zt explique quand même xt. Okay? Donc, ce qu'on va faire, premièrement, première étape, c'est d'aller faire ceci. Régresser xt sur zt. OK? Avec des thèmes d'erreur, je vais mettre ut. OK? Et là, une fois qu'on a fait cette estimation, on peut avoir les coefficients alpha 1 chapeau et alpha 2 chapeau. Et on peut retrouver xt chapeau qui serait égal à alpha 1 chapeau plus alpha 2 chapeau zt. Maintenant, une fois qu'on a xt chapeau maintenant, xt chapeau, on peut venir maintenant dans la régression initiale et refaire la régression. C'est ça, la double moindre carré. Donc, la deuxième étape, c'est ça. Donc, la deuxième étape, c'est ça. Première étape, on régresse xt sur son instrument qui est zt. On récupère les estimés de xt qu'on va insérer dans la régression initiale. OK? Donc, il y a une double moindre carré. C'est pour ça qu'on la méthode de variable instrumentale est encore appelée la double moindre carré ordinaire. OK? Alors, c'est ce qu'on fait simplement. Il n'y a aucune difficulté là-dedans. Vous savez faire un MCO, donc vous pouvez faire deux MCO. Voilà, c'est ça. Donc, la première MCO, c'est quoi? C'est de régresser le xt sur zt. Vous voyez ça? Et vous aurez les coefficients que j'appelle. OK? Donc, à partir de ça, vous pouvez avoir vos estimés, le xt chapeau. OK? Xt chapeau, ça fait bêta 1 chapeau, bêta 2 chapeau,
fois zt. OK? Et c'est ça qu'on a. Donc, une fois que vous avez le x, voilà, et je vais vous montrer le xt lui-même. Bon, affichons les deux côte à côte, quoi. Voilà. Afficher côte à côte. OK. xt. xt. Voilà. Donc, vous voyez qu'il y a une différence entre le xt et puis le x chapeau. Il y a une différence entre les deux. OK? Ça, c'est les estimés. Ça, c'est les variables initiales. Je peux me tromper, je vais vérifier. Oui, ça, c'est la variable initiale, xt. Et la deuxième, c'est les estimés. OK? Et ici, quand même, l'estimation, ça tombe exactement dessus. Voilà. Ici aussi, ça tombe exactement dessus. Donc, il y a la variable initiale, puis il y a les estimés. Maintenant, on va prendre les estimés maintenant pour aller faire notre modèle MCO. Donc, vous voyez, dans l'estimation avec le YT, c'est le XT chapeau qui est là. Ce n'est plus le XT. D'accord? Et c'est juste ça qu'on fait. Et vous aurez les coefficients. Voilà. OK. Et vous pouvez faire le même travail, OK, l'hypothèse nulle et tout le reste. Et le troisième cas, la moindre carré MG, OK, moment généralisé, la méthode des moments généralisés, c'est que la seule différence avec ce que nous venons de faire, c'est que les variables, les instruments, il n'y en a pas qu'un seul, il y a plusieurs instruments. OK? Il y a plusieurs variables instrumentales. Donc, c'est-à-dire que quand vous régressez xt sur l'ensemble des variables instrumentales, donc il y a une, comment on appelle ici, suridentification. OK? Parce que le nombre de variables instrumentales, vous voyez ici, le nombre des instruments dépasse le nombre de coefficients bêta. OK? Bêta, c'est comment je vais dire, ou bien K. K, c'est le nombre d'éléments dans la variable xt. Xt, c'est juste 2. Bon, il y a constante et puis celui-là. Et on voit qu'il y en a 3 instruments qui viennent expliquer une seule variable. Donc, il y a une suridentification. Donc, vous pouvez le voir en même temps aussi, de là aussi. Et donc, c'est ça seulement qui fait la différence à ce niveau. Donc, vous allez voir, le bêta ici serait un élément à 4. Quoi. OK? Et là, vous pouvez avoir le xt chapeau encore. Et puis, vous pouvez avoir la matrice. Donc, grand xt, donc, qui ont composé xt chapeau, qu'on va mettre maintenant dans la nouvelle régression. OK? Donc, il n'y a rien de nouveau essentiellement. Il n'y a rien de nouveau. OK? Et puis, on fait le même travail. Et donc, la matrice QXX, qui est le 1 sur T fois X' fois X, son inverse, et puis donc l'estimé donc de la covariance qui est sigma, donc sigma carré fois QX. Donc le sigma carré, bien sûr, ça, je l'ai noté sigma, mais c'est sigma carré, vous voyez. C'est 1 sur T, epsilon prime, epsilon. Okay. Donc c'est ce qui est nouveau que vous ne connaissez pas, c'est vraiment la double moindre carré. Or, si vous savez faire une moindre carré ordinaire, donc MCO, donc vous pouvez faire la double MCO. OK? J'espère que vous me suivez quand même, hein, parce que vous paraissez très silencieux alors que j'avançais. Je ne sais pas si vous avez des questions sur la double moindre carré. Est-ce que vous avez des questions sur ça? Et puis, on va venir aux parties théoriques si vous avez des questions sur la partie théorique. Allez-y.
Oui. Allô? Il n'y a aucune question? Il n'y en a pas? OK. Ben, ça veut dire que en fait, vous étiez prêt, hein. Moi, je me faisais des soucis, en fait. Je me dis que vous devriez en avoir besoin. OK, c'est parfait. Bon, on va passer à la partie théorique. Donc, je vais ouvrir le tableau. Allez-y, posez la question. OK. Avant que vous posiez des questions, je vais répondre aux questions d'Alexandre. Alexandre disait qu'il ne pourrait pas se connecter, donc il m'avait envoyé ses questions. La première question, c'est de savoir comment, à partir donc, de l'espérance de l'epsilon sachant z égale à 0, on pourrait retrouver le vecteur des moments de bêta. Ben, c'est juste que à partir de cette espérance-là, Alexandre, je sais que ça va donner quelque chose du genre epsilon sachant, je ne sais pas c'est quoi la question. Je sais que c'est... Voilà, donc il y avait zt fois epsilon t qui donne 0. Hein. La question, c'est quoi? La question... voilà, donc c'est le produit. Montrer que, en supposant que espérance de epsilon t sachant zt égale à 0, proposer un vecteur de condition de moment qui peut définir un estimateur. Alors, je pense que c'est la question B, en fait, qui le dérangeait. Alors, bon, je vais vous proposer, je serai obligé de répondre à la question directement, mais bon, je vais y aller quand même, vu que c'est une préoccupation majeure. Donc, on a ça par rapport à Z, qui est égal à 0. Donc, il veut savoir comment est-ce que ça fonctionne, quoi. C'est juste qu'il faut être un peu malin, je ne sais pas, vous devez le voir dans le cours. Ça, si vous passez par la formule des espérances itérées, ok, ça vous donne un peu ça. Ça vous êtes d'accord? Vous êtes d'accord avec cette formule? Bon, apparemment, tout le monde est absent. D'accord, donc j'y vais alors. Donc ça fait l'espérance de... Ici, le Z peut sortir parce que c'est conditionnel à Z. Et maintenant, ça donne 0. Donc, vous aurez ça aussi, ça va donner 0. Donc, si l'espérance de l'epsilon, sachant Z égale à 0, c'est que l'espérance du produit aussi égale à 0. Donc, Alexandre, tu peux utiliser le fait que ça donne 0 pour aller trouver ton bêta. Parce que tu auras ça. Le epsilon, en fait, ça ferait... Epsilon, c'est yt moins xt prime bêta. OK. Fois zt égale à 0. Alors, utilise la loi des grands nombres. OK. L'espérance de tout ceci, ça fait normalement quoi? La loi des grands nombres, ça fait 1 sur t, somme de ça. OK. Donc, ça fait 1 sur t, la somme de tout ceci égale à 0. Et là, ça va te permettre de trouver le bêta. OK. La somme de tout ceci. Donc, yt moins xt prime
xt' bêta, le tout facteur de zt égale à 0. Alors, tu développes ceci, tu vas pouvoir tirer le bêta. Donc, ça, c'est la première réponse. La deuxième question, je pense que Alexandre voulait savoir s'il y a une règle de pouce ou un élément de compréhension pour établir le nombre de paramètres et conditions de moment pour identifier si le modèle est juste ou suridentifié. Bon, ça, je le dis simplement, c'est parce que il faut comparer quoi? Vous voyez, le vecteur Z, il a sa dimension, ok? Il y a un nombre d'éléments qui est dans Z, ok? Et puis, il y a un nombre d'éléments qui est dans X, ok? Dans X, il y a la dimension de X, bon, sans compter la constante, hein. Sans prendre en compte la constante, sans prendre en compte la constante, vous pouvez trouver la dimension de X et puis la dimension de Z. Bon, ici, soit vous prenez la constante et vous supposez aussi qu'il y a la constante dans ça. Donc, il faut juste comparer le K ici. C'est la dimension de I, c'est K. Et puis, il y a la dimension de ça aussi. Donc, je ne sais pas, c'est L. Donc, vous allez comparer K et L. Si K est plus grand que L, puisque en fait, ZT vient comme pour identifier X. Si L est plus petit que K, dans ce cas, il y a sous-identification. Si L est plus grand, il y a suridentification, comme je l'ai dit tantôt. Si le nombre d'éléments avec lesquels vous expliquez X est plus grand que le nombre d'éléments dans X, alors vous expliquez bien, il y a une suridentification. Mais si c'est égal, il y a une identification parfaite. C'est juste ça. OK? C'est vraiment juste ça. OK. Est-ce qu'il y a d'autres questions que vous avez? Vraiment. S'il y a d'autres questions, je suis quand même étonné, hein. Je me disais que vous devriez avoir beaucoup de questions. Alors, vous avez déjà fini le TP? Vous n'en avez pas de questions? Marie-Rose, Alejandro, hein? Grâce, Linda, vous n'avez pas de questions, hein? Question. Pas de questions? Parce que vous comprenez trop bien, parce que vous ne comprenez pas du tout. Moi, je viens juste de commencer le TP, donc. Vous n'êtes pas encore... Bon. OK, ben, je vous avais envoyé un courriel pour vous dire qu'on allait travailler un peu sur les TP, je pense, la semaine passée, hein. Mais bon, j'espère que ça va pas trop ça va pas être difficile pour vous parce que je pense que c'est la semaine prochaine, non? Attendez, je vais voir. C'est quand vous devez remettre les TP? Vendredi le 18. 18. Les 18. OK, vous avez encore du temps. C'est dans 2 semaines. OK. D'accord. Espérons que d'ici là, vous aurez des questions. Bon, apparemment, d'autres personnes sont en train de se connecter. On va voir s'ils ont des questions là-dessus. Alors, salut les nouveaux arrivants. Est-ce que vous avez des questions sur l'ETP, des parties qui vous dérangent? J'ai eu à présenter le MATLAB et puis il y a quelques questions que quelqu'un m'avait laissées par courriel. Donc, vous le verrez dans la vidéo. Mais on ne sait pas si vous avez des questions. Oh non, c'est correct. Merci. C'est correct, il n'y a pas de questions. OK, mais c'est excellent, hein? OK. Bon, s'il n'y a pas de questions, je pense qu'on ne va pas se regarder, hein, d'accord? On va se dire donc dans 2 semaines, je vais vous présenter le corrigé pour vous permettre de composer l'examen, le final. Bon, vous connaissez un peu la méthode du professeur. L'examen n'est pas loin non plus du TP. Donc, je vais vous présenter le corrigé. J'espère que vous aurez des questions, en tout cas, pour me poser aussi pour la correction du TP, donc le 18. Okay. Le 18, on aura corrigé ça. OK. Bonne soirée à tout le monde. Bye bye.
Merci, bonne soirée à vous également. Bye bye.